c'est très bien. Il y a beaucoup d'inscrits. Bonjour, je vous remercie tous pour votre présence. Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire organisé par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA Tunisie, en collaboration avec Géolique Expansion. Moi, je suis en charge de la communication au niveau du groupe. Je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire qui a pour but, dans un contexte de crise sanitaire inédit, de mieux vous faire connaître les atouts de la Tunisie, véritable pont entre l'Europe et l'Afrique, et les écosystèmes mis en place par le pays pour favoriser le développement des entreprises innovantes. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais vous préciser quelques informations techniques pour le bon déroulement de ce webinaire. Celui-ci va déjà se dérouler en deux parties. Une première partie qui sera une présentation qui va durer entre 50 minutes et 1 heure environ. Puis derrière, 30 minutes de questions-réponses où vous pourrez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires. Vos micros sont fermés, mais vous avez un système de chat sur lequel voilà, vous pouvez vous adresser et communiquer, nous faire remonter les questions qui vous intéressent et voilà, auxquelles vous souhaiteriez avoir des éclaircissements. Une dernière petite chose, si jamais vous veniez à rencontrer des soucis de connexion, n'hésitez pas à vous connecter via le navigateur Chrome, qui est le plus adéquat au niveau de la plateforme qu'on utilise pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Je vais vous laisser quelques secondes pour éventuellement mener ces manipulations, m'indiquer voilà, si vous aviez des problématiques, en effet, comme je vous disais, au niveau du son, de l'image ou de la connexion. N'hésitez pas à nous l'indiquer, comme je vous disais, via le système de chat. Donc voilà, je vais vous laisser encore quelques secondes éventuellement pour faire ces manipulations. A priori, je n'ai pas de message sur le chat, donc je pense que tout doit bien se passer pour tout le monde. Donc, il est temps pour moi de laisser la place à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Tunisie en France, Karim Jamoussi, qui nous a fait l'honneur de sa présence à l'occasion de cet événement. Votre Excellence, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur Abdelwasset Rani, DG de l'agence Invest in Tunisia, Madame Rajat Ouil, délégué général de FIPA à Paris, Monsieur Habib Gaïda, CEO d'Actia, directeur général de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, Monsieur Walid Boras, d'Actia Engineering Services, Madame Ambéline Bernard Manussé-Allon, vice-présidente Afrique de Vocalcom. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer tout l'honneur qui m'échoit d'être parmi vous aujourd'hui et de faire l'ouverture de ce webinaire sur le thème « Produire et innover aux portes de l'Europe, la Tunisie, un partenaire stratégique et technologique ». Je voudrais à cet égard féliciter FIPA Paris pour ce choix judicieux de la thématique et pour cette initiative qui va nous permettre tous d'aborder une question qui est à la fois très importante et de grande actualité. De même, je tiens à remercier tous les participants à cette rencontre qui nous ont honorés par leur présence et dont les contributions seront d'un apport inestimable. Je saisis enfin cette occasion pour rendre hommage, bien entendu, aux communautés d'affaires tunisiennes et françaises, à travers elles et tous ceux qui témoignent de la dynamique caractérisant la coopération entre la Tunisie et la France, une coopération qui a toujours été imprégnée du sceau, du respect et de la profonde amitié. Mesdames, Messieurs, il y a à peine quelques semaines en arrière, la Tunisie fêtait le 10e anniversaire de sa révolution. À ce titre, on peut dire que notre pays a pu surmonter les difficultés pour mener à bien une transition politique singulière, vu que la Tunisie est le seul pays rescapé du printemps arabe. Donc, cette transition a été couronnée par l'adoption de la Constitution 2014, qui a pris place de la Constitution du 1er juin 58. Aussi,
cette période de 10 ans, nous avons organisé 2 élections présidentielles en 2014 et en 2019, aussi 2 élections législatives pour ces mêmes années. On a organisé des élections municipales en 2018 et toutes ces élections ont été de l'avis de tous les observateurs, que ce soit nationaux ou internationaux, des élections libres et transparentes. Aujourd'hui, la démocratisation de la vie politique tunisienne est fort heureusement un choix irréversible et on peut en être fier. Il n'en reste pas moins que le Tunisien est connu par son exigence. Il est de son droit de viser l'excellence. C'est pour ça qu'il y aura toujours le souci de perfectionnement pour introduire des améliorations, faire des réajustements pour mieux répondre aux attentes et prétentions. Mais une chose est sûre, la Tunisie et l'avenir de la Tunisie est plus que prometteur. Ayant bien négocié cette étape politique cruciale, de sa construction démocratique, la Tunisie s'est tournée avec le même engagement et la même détermination vers la mise en place d'un cadre propice à la réussite de sa transition économique à travers notamment la promotion des IDE afin de garantir le meilleur développement socio-économique des régions intérieures et améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette œuvre, qui est toujours d'actualité, s'est trouvée confrontée à de multiples défis, que ce soit politiques ou socio-économiques, inhérents à la conjoncture nationale, mais aussi au contexte régional, instable, et une conjoncture internationale où il y a eu une succession de crises depuis 2008. Cette situation, comme on le sait tous, s'est accentuée, cet état de crise s'est accentué un peu dans le monde, partout, à cause de la pandémie qui a freiné sensiblement l'élan de la reprise économique et donc accaparé les efforts de tous les gouvernements, y compris celui tunisien, qui ont privilégié la santé sur toutes les autres considérations. À cet égard, il nous est impérieux aujourd'hui de trouver les bonnes solutions, les bonnes résolutions, s'adapter à cette crise sanitaire en mettant en avant la préservation des vies humaines, mais aussi en réussissant en parallèle le défi de créer de la richesse, composée avec les nouvelles conditions liées à la dite crise qui dure malheureusement depuis plus d'1 an. Une crise qui, il faut le dire, risque de se prolonger, même si l'arrivée du vaccin nous redonne espoir. Quel enseignement pourrions-nous tirer de cet état des lieux? Comment faire pour se relancer sans plus attendre? La crise sanitaire nous a montré qu'il faut donner la priorité à la transformation des modes de management et de l'économie. Elle nous pousse aussi à conjuguer nos efforts dans la voie de la transformation de notre modèle économique et social. Nous ne pouvons aspirer à donner un vrai élan d'espoir et de mobilisation qu'à travers la transformation du modèle économique, technologique et social pour un futur qui soit durable. Cette crise, en dépit de ses conséquences négatives, a eu l'avantage de nous avoir montré que la nouvelle économie ne peut être que numérisée. Notre présent et avenir réside dans la capitalisation de l'économie du savoir. Nous devons mettre à profit un modèle économique qui tienne davantage compte des technologies, de l'information et de la communication. Nous devons élaborer une vision claire de cette politique de l'innovation afin de soutenir les secteurs dans lesquels l'innovation et l'avantage comparatif commencent à se manifester. Et je pense que la Tunisie est bien placée pour relever ce genre de défi et faire face aux perturbations causées par la pandémie. Mesdames, Messieurs,
mettre l'innovation au cœur de sa stratégie, de son plan de développement quinquennal, miser davantage sur ses avantages comparatifs seront, à mon humble avis, les maîtres mots pour réussir la transition économique, chose que la Tunisie a déjà bien comprise. Avec tout le savoir-faire acquis, les qualités prouvées de ces femmes et de ces hommes, l'apport indéniable de ces chercheurs et laboratoires, son avancée notable dans le domaine des technologies, la Tunisie dispose de tous les ingrédients nécessaires pour être un acteur principal dans cette économie de l'innovation. Son fort potentiel reste à exploiter. La vie est lancée pour les amateurs. Cette crise sanitaire nous a montré aussi qu'il y a un avant et un après Covid-19. Nous devons continuer notre chemin en accélérant la marche vers une économie numérique dans laquelle la jeunesse pourra déployer son énergie, sa créativité. Cette jeunesse doit participer plus activement à faire de la croissance. Elle doit mettre les conditions pour créer de l'emploi et rénover les relations entre les citoyens et l'État. Et il est de notre rôle de leur baliser le chemin. Consciente de l'importance stratégique du secteur du numérique et du digital, la Tunisie a œuvré pour se hisser au rang de leader régional dans le développement des technologies de l'information et de la communication. Elle est devenue l'un des principaux laboratoires technologiques en Afrique. Pour être plus concret et tangible, la Tunisie est aujourd'hui reconnue comme étant le pays africain le plus innovant. Elle occupe la première place en Afrique pour la qualité de son environnement entrepreneurial. Elle dispose aussi de la meilleure connexion Internet mobile du continent africain. La Tunisie regorge de talents avec ses 10 000 ingénieurs formés annuellement sur une population de 11 600 000. Ces compétences sont spécialisées non seulement dans le secteur technologique, mais aussi dans les autres secteurs, à l'instar de la pharmacologie, l'aéronautique, la mécanique et autres. Le pays dispose de nombreux atouts pour être un hub technologique. Les TIC représentent 7,2% du PIB. Il constitue 100 000 emplois, avec une création de 7 500 postes par an. On enregistre plus de 1800 entreprises dans le secteur des TIC. Il en ressort de ce qui précède que la Tunisie offre un cadre idéal et donne une panoplie de choix pour tout investisseur désirant innover et développer des activités au cœur des nouvelles technologies. De même, la Tunisie est un partenaire fiable et solide sur lequel les investisseurs peuvent compter. Elle possède ses atouts, à savoir, elle a tous les atouts pour être concurrentielle et pour servir de pont entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement avec la France, grâce à cette relation privilégiée qui existe depuis des décennies et des décennies. Les enseignements tirés de la crise de la Covid-19 ont révélé la fragilité des économies mondiales vis-à-vis de certains pays lointains en matière de supply chains, ce qui a posé ainsi le problème de leur dépendance, mais également de leur gestion de crise. La nécessité s'impose donc de repenser, de réorganiser et transformer de manière stratégique et durable ces chaînes d'approvisionnement. Nous pourrons le faire ensemble. Qui mieux que la Tunisie, idéalement située à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Afrique, forte d'une main-d'œuvre peu coûteuse, malheureusement avec la dévaluation du dinar, et qualifiée, ayant des traditions ancrées dans les relations historiques avec la France. Qui pourrait mieux jouer ce rôle de partenaire économique de premier ordre? Le site Tunisie, il est le lieu tout indiqué pour des investisseurs français pour se relocaliser et se rapprocher de certains sites de production et de chaînes de valeur. À cela, j'ajouterai que si la Tunisie a connu au lendemain de la révolution des contestations sociales
au sein de nombre d'entreprises. On peut affirmer aujourd'hui que ces entreprises ont pu retrouver leur sérénité à travers une paix sociale et un climat d'affaires sain, où chacun, de l'employeur ou de l'employé, a trouvé son compte. Cela ne peut qu'encourager les entreprises françaises à venir investir en Tunisie. Permettez-moi enfin de vous dire que, par votre présence aujourd'hui, vous nous témoignez de votre confiance et la Tunisie ne vous décevra jamais. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Nous allons aborder maintenant avec M. Yamni, directeur général de toute la Tunisia, et M. Habib Gaïda, directeur général de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, un sujet central, le climat des affaires et les opportunités d'investissement en Tunisie. Monsieur Yamni, je vous laisse nous en dire plus. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, chers panélistes, chers participants, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter la Tunisie en tant que site de proximité. En fait, le choix du thème de ce webinaire est d'actualité. C'est très intéressant pour nous pour vous présenter les avantages de la Tunisie en tant que site attractif pour les investisseurs étrangers. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, notamment nos équipes à Paris et de Géolink pour l'organisation de ce webinaire et souhaiter la bienvenue à tous nos honorables invités. J'ai une présentation donc à partager avec vous. Je ne sais pas si j'ai la main. Voilà, au cours de cette présentation, je vais mettre l'accent principalement sur les atouts de la Tunisie en tant que site compétitif et présenter également les opportunités d'investissement qui se présentent notamment aux investisseurs français. Mais tout d'abord, je voudrais vous donner un aperçu sur les investissements étrangers en Tunisie. Je pense qu'on a un petit souci avec la présentation. Donc, la Tunisie maintient sa position en tant que site attractif pour les investissements internationaux, avec plus de 3600 entreprises étrangères actives en Tunisie, qui offrent des emplois à plus de 400 000 personnes. En 2020, malgré cette crise de Covid-19, nous avons pu réaliser plus de 500 opérations d'investissement qui ont permis la création de près de 10 000 emplois. La Tunisie est le premier investisseur en nombre d'entreprises et en flux, avec plus de 1400 entreprises actives en Tunisie qui offrent des emplois à plus de 150 000 personnes. La France est en fait le premier partenaire économique, le premier investisseur, et nous sommes vraiment contents que cette occasion va permettre peut-être de sensibiliser davantage d'entreprises françaises pour explorer les opportunités qui se présentent en Tunisie. Nous avons ici un échantillon d'entreprises qui sont présentes en Tunisie, et notamment Actia, Vocalcom, qui vont présenter leur témoignage tout à l'heure. Là, ici, c'est le top 10, disons, des investisseurs. Vous savez, sur les 3600 entreprises, 80% sont d'origine européenne. Donc, c'est principalement la France, l'Italie, l'Allemagne qui sont les principaux partenaires de la Tunisie et les principaux émetteurs des IDE. Au cours de 2020, donc, c'est la liste des 10 pays qui ont investi le plus en Tunisie. Les entreprises françaises se caractérisent donc leur présence, notamment avec une forte présence dans l'industrie manufacturière, avec plus de 1000 entreprises françaises actives, notamment dans tous les secteurs liés aux technologies évoluées, les industries électriques, électroniques, les composants automobiles, les composants aéronautiques. Son Excellence a déjà parlé de ces secteurs qui présentent des opportunités réelles pour les entreprises françaises, mais également il y a une forte présence dans tout ce qui est secteur du numérique, avec plus de 300 entreprises qui sont actives en Tunisie, et il y a un potentiel énorme. On va présenter tout à l'heure donc les avantages compétitifs de la Tunisie dans ce secteur d'intérêt, notamment pour les entreprises françaises.
Je passe maintenant aux avantages compétitifs de la Tunisie et je vais mettre l'accent sur 4 atouts, notamment la position géographique de la Tunisie, les ressources humaines, l'infrastructure qui permet aux entreprises étrangères d'opérer et d'exporter sur plusieurs marchés et notamment le cadre réglementaire de l'investissement qui est favorable aux investisseurs étrangers. Depuis les années 70, on a mis en place la première loi sur l'investissement et qui a permis l'émergence d'investissements internationaux avec le textile, puis les industries électriques, électroniques, pour atteindre des activités à forte valeur ajoutée, comme les technologies de l'information et également les composants automobiles, les composants aéronautiques et tout ce qui est industrie de pointe. La Tunisie dispose d'un positionnement géographique stratégique, donc on est au croisement de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc, on est à moins de 2 heures de l'Europe, de vol de l'Europe, et à moins de 20 heures par voie maritime. Donc, les entreprises étrangères peuvent s'installer en Tunisie pour servir des marchés potentiels. On dispose également d'accords de libre-échange avec plusieurs zones, avec l'Union européenne, avec des pays voisins, avec les pays du Moyen-Orient, et on est en train de renforcer notre intégration, notamment sur l'Afrique. En plus des relations historiques avec l'Afrique subsaharienne, on est en train de renforcer notre intégration, surtout sur les régions de l'Est et du Sud de l'Afrique. Donc, devenant des membres des grands groupements, notamment l'accord du COMESA, qui regroupe plus de 50 pays, de 20 pays, africains et qui permet l'accès à plus de 500 millions de consommateurs. On est membre observateur du CEDEAO, qui est donc le regroupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, et également avec des accords avec d'autres zones dans le monde. L'atout principal de la Tunisie, c'est la disponibilité des ressources humaines hautement qualifiées. Donc, c'est vraiment un vrai défi pour les autorités tunisiennes, c'est-à-dire on a plus de 60 000 employés diplômés de l'enseignement supérieur par an. On a un taux de chômage assez élevé, surtout dans la catégorie des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un vrai challenge pour les autorités tunisiennes, mais c'est une opportunité pour les investisseurs internationaux parce qu'ils sont capables de trouver des compétences aussi qualifiées au même niveau des pays d'Europe du Sud et aussi avec un coût assez compétitif. Donc, la Tunisie est classée première économie innovatrice en Afrique du Nord et 13e à l'échelle mondiale pour la recherche scientifique et technique. Et également, elle est considérée comme le pays le plus innovateur en Afrique. Et c'est un potentiel énorme. Son Excellence a déjà parlé de l'innovation et la Tunisie a des capacités et surtout que l'innovation a été au cœur de la gestion de cette crise de Covid et présente une dynamique surtout au niveau des startups. Ici, je vais vous présenter un exemple des coûts de facteurs de production et surtout, c'est à titre indicatif, la compétitivité des coûts de la main-d'œuvre en Tunisie. En fait, on utilise le FDI Benchmark Tool qui est labellisé un outil du Financial Times qui prouve que la Tunisie est le pays le plus compétitif en matière de coûts de la main-d'œuvre. Rajouté à ça, bien sûr, la Tunisie offre également les meilleurs coûts des facteurs de production qui permettent vraiment aux entreprises d'être dans une situation de compétitivité par rapport à l'Europe. L'infrastructure est assez développée et on a l'intention bien sûr d'investir dans des grands projets pour améliorer la qualité des infrastructures en Tunisie, mais la disponibilité des zones industrielles, des espaces dédiés, que ce soit pour les activités industrielles ou pour les activités de services liées aux technologies de l'information et de la communication, qui permet vraiment aux entreprises étrangères, et notamment les entreprises françaises, de produire ou d'offrir leurs services à partir de la Tunisie à leurs clients à l'étranger dans de bonnes conditions. Le cadre de l'investissement est assez favorable, donc l'investissement il est libre pour les investisseurs étrangers
Et dans la majorité des secteurs, l'investissement se fait sur une simple déclaration. Il y a une simplification continue des procédures administratives et on œuvre avec tous nos partenaires à améliorer davantage, à simplifier davantage les procédures administratives. Il n'y a aucune restriction pour le transfert des bénéfices, du capital et des plus-values. Il y a aussi le facteur protection de la propriété intellectuelle, c'est très important pour les entreprises étrangères. Et il y a aussi la facilitation d'importation et d'exportation. Toutes les procédures sont réalisées sur le site des entreprises. La loi sur l'investissement qui est entrée en vigueur le 1er avril 2017 offre des incitations substantielles aux investisseurs étrangers, des incitations financières et des incitations fiscales et des prises en charge des cotisations patronales selon les priorités. Donc, on encourage l'exportation. Donc, les activités exportatrices bénéficient du maximum d'avantages, notamment en matière d'exonération et également d'encouragement pour les investisseurs étrangers. Il y a une vingtaine d'activités considérées comme prioritaires. Ce sont des secteurs et des niches à fort potentiel et qui sont éligibles à des primes d'investissement de 15%. Il y a aussi la catégorie des projets d'intérêt national. Elles doivent répondre à l'une des deux critères, que soit c'est l'investissement de 50 millions de dinars ou elles doivent employer 500 personnes sur les 3 premières années et elles sont éligibles à une prime d'investissement de 30% du coût de l'investissement, à une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 10 ans, à une prise en charge des cotisations patronales pendant une période de 10 ans. Et également, on encourage l'investissement dans les régions de l'intérieur, donc c'est une troisième priorité. Et il y a des primes qui varient de 15 à 30% et une prise en charge donc des cotisations patronales de 5 à 10 ans et également une exonération de l'impôt sur les sociétés qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. On a également mis en place une loi assez attractive pour les startups. On appelle ça le Startup Act, qui vient d'être dupliqué par d'autres pays en Afrique et qui a été considéré comme qui a reçu le prix du meilleur prix de programme pour la catégorie climat des affaires selon le SMSI, donc 2020, et également 23e meilleur programme visa destiné aux startups. Il est destiné aux startups tunisiennes et étrangères. Donc, c'est vraiment le cadre favorable qui a permis l'émergence d'une série de startups. Actuellement, on a plus de 400 startups labellisées et qui sont devenues des entreprises très actives même à l'échelle internationale et qui traitent des sujets à fort potentiel en matière d'intelligence artificielle, de blockchain, de big data et d'autres activités à forte valeur ajoutée. On passe à la troisième partie qui est réservée aux opportunités d'investissement. J'ai parlé qu'on a commencé à attirer des investissements dans le secteur textile depuis les années 70, mais par la suite, on a développé les industries électriques et électroniques avec une montée en gamme pour attaquer des activités à forte valeur ajoutée, notamment les composants automobiles, les composants aéronautiques, les industries du plastique et d'autres activités porteuses. Le secteur du numérique est un secteur stratégique parce que c'est un secteur transversal. Il touche pratiquement à tous les secteurs, de l'agriculture jusqu'au secteur de la pharmaceutique. Donc, c'est un secteur qui enregistre un taux de croissance de plus de 7% par an, avec une forte contribution au PIB et également plus de 50% de part des entreprises innovantes sont des entreprises exportatrices. Et il y a aussi une forte présence d'entreprises étrangères et surtout françaises qui sont très dynamiques, qui sont très actives et qui attaquent donc des marchés, que ce soit des investissements réalisés en Tunisie pour des marchés européens ou également l'utilisation de la Tunisie comme une plateforme pour des grands marchés comme le marché africain. Les entreprises tunisiennes et étrangères sont engagées dans des filières à fort potentiel, comme l'intelligence artificielle, le big data, l'IoT, et j'espère que des entreprises françaises, comme vous le voyez, sont très dynamiques et ne cessent de se développer en Tunisie et pour améliorer leur
compétitivité et attaquer de nouveaux marchés, avec également la présence aussi d'entreprises tunisiennes qui sont devenues des entreprises internationales. Plusieurs d'entreprises sont en partenariat avec des entreprises françaises. Les industries électriques, mécaniques et électroniques, c'est le premier secteur exportateur en Tunisie. Il enregistre plus de 1000 entreprises. Plus de la moitié sont des entreprises à participation étrangère. Donc, il y a une forte présence étrangère d'équipementiers qui sont présents en Tunisie. Il y a un savoir-faire en Tunisie. Et la Tunisie donc, est le 7e pays fournisseur de l'Union européenne en machines électriques. C'est très important. Et dans le 3e producteur de composants automobiles en Afrique. La Tunisie est devenue donc un site de préférence pour les secteurs des composants automobiles. C'est un secteur qui ne cesse de se développer et actuellement, il y a de nouvelles tendances pour vraiment attaquer des sujets d'actualité qui sont liés que ce soit à l'environnement ou aux nouvelles opportunités liées aux nouvelles technologies. Il y a des entreprises, j'espère que mon ami Walid Ruiz donc, va présenter ce que fait Actiac parce qu'ils sont engagés dans cette dynamique liée à la mobilité électrique et la mobilité connectée. Mais il y a aussi d'autres entreprises françaises et notamment entreprises allemandes qui sont très actives et qui ont déjà entamé des activités liées à la voiture électrique et la voiture connectée. Le secteur qui émerge actuellement dans le contexte du Covid, c'est l'industrie pharmaceutique et la Tunisie dispose déjà d'une bonne expérience et d'un potentiel énorme lié notamment à la disponibilité d'une infrastructure en termes de recherche, de laboratoire de recherche, la disponibilité des ressources humaines hautement qualifiées et compétitives, et aussi l'existence et la présence de plusieurs laboratoires internationaux qui sont déjà actifs. Et c'est un secteur qui se présente dans le contexte du Covid comme un secteur porteur, en plus du secteur du textile technique et d'autres activités liées à l'innovation, dont notamment le secteur du numérique. Les chronoporteurs, donc c'est notamment la production de médicaments, la production de vaccins, les industries des arômes pharmaceutiques, les industries paramédicales et tout ce qui touche à l'emballage pharmaceutique, l'industrie de la verrerie et l'externalisation des activités de R&D et la biotechnologie. Donc, il y a beaucoup de valeur ajoutée, il y a des laboratoires, il y a des recherches et la Tunisie dispose des atouts considérables, donc en matière surtout de disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée avec un savoir-faire et surtout capitaliser sur les réussites déjà réalisées. Je pense que c'est un secteur d'intérêt surtout pour les entreprises françaises. Le dernier secteur, c'est le secteur des industries agroalimentaires et c'est le secteur vraiment de partenariat par excellence parce que la plupart des entreprises sont des entreprises avec une expertise et un savoir-faire européen, dont plusieurs sont d'origine française et avec des compétences tunisiennes. Donc la Tunisie s'engage surtout, elle est bien engagée dans le bio. Donc la Tunisie est le premier exportateur en Afrique des produits biologiques et elle dispose également de superficie qui est considérée comme la plus grande dans la région de l'Afrique, malgré la petite taille de la Tunisie, mais il y a plusieurs entreprises, plus de 1000 entreprises qui sont actives, dont plus d'une centaine donc à participation étrangère. Et c'est le secteur également qui est à fort potentiel en matière d'emploi. Donc, c'est le deuxième secteur employeur dans les industries manufacturières. En termes d'opportunités, on met l'accent vraiment aux activités liées à la transformation et à la valorisation de produits agricoles et surtout orientés vers le bio, donc l'emballage de produits biologiques, la mise en beauté d'huile d'olive, semi-conserve des produits et légumes, les produits surgelés, tomates séchées, huiles essentielles, fruits de mer. Donc, il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs entreprises tunisiennes qui s'y prêtent pour des relations de partenariat avec des entreprises françaises et il y a également des entreprises à 100% participation française qui sont très actives dans ce domaine et également d'entreprises européennes et internationales.
D'autres opportunités se présentent pour les investisseurs français, notamment dans les composants aéronautiques. C'est un secteur à fort potentiel malgré la crise liée au Covid, mais il y a des opportunités et on se prépare à l'après-Covid parce qu'on capitalise sur la réussite, surtout une forte présence française en Tunisie qui représente 80% du tissu industriel présent en Tunisie, plus de 80 entreprises. C'est un secteur qui emploie 17 000 personnes et il y a beaucoup d'activités liées à l'ingénierie, recherche, développement et qui fournit donc les grands équipementiers à l'échelle internationale. Le textile et habillement et surtout on met l'accent sur des niches à fort potentiel, notamment le textile technique. L'énergie renouvelable, la Tunisie dispose d'un potentiel important en matière d'énergie photovoltaïque ou des éoliennes. On vient de mettre en place un cadre adéquat donc qui permet l'investissement privé, que ce soit national ou étranger. Et on vient de lancer depuis 2019 donc les projets. On a commencé par des petits projets. Actuellement, on vient de lancer donc des grands projets. Et j'invite vraiment les entreprises françaises à explorer ces opportunités qui se présentent dans le cadre de concessions qui sont lancées par la partie tunisienne. Le tourisme médical, l'environnement et les traitements des déchets également présentent aussi, sont des défis pour notre pays, mais ce sont des opportunités supplémentaires pour les investisseurs français. Ajouté à cela, bien sûr, on va lancer des grands projets d'infrastructure pour mettre à niveau notre infrastructure en matière, on a besoin d'un port en eau profonde, des zones de logistique, des autoroutes pour désenclaver les zones de l'intérieur. Donc, vraiment, il y a plusieurs opportunités que se présentent aux entreprises françaises. Quelques mots à propos de Invest in Tunisia qui a une expérience donc de 25 ans et notre bureau également à Paris que M. Gaïda a eu aussi l'occasion de le diriger pendant des années. Notre mission, c'est de promouvoir l'investissement étranger en Tunisie, d'attirer des investisseurs et aussi offrir un service d'assistance et d'aftercare pour les entreprises déjà installées en Tunisie. On est bien engagé, donc à travers notre réseau, notamment en Europe, dans notre bureau à Paris, on est engagé donc dans cette dynamique liée au nearshoring pour présenter la Tunisie comme un site attractif et un site de proximité qui dispose des atouts considérables pour nos amis français. Donc, je lance un appel, on est prêt à travailler ensemble avec tous nos partenaires, la Chambre tuniso-française, les entreprises françaises, les associations et les organisations en France et également avec l'appui de notre ambassade à Paris pour apporter donc un meilleur éclairage pour les entreprises françaises, leur fournir l'information et les accompagner dans le cadre de leur investigation d'opportunités qu'offre la Tunisie aux investisseurs français. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous aurez. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ghani. Monsieur Gaïda, je vais vous laisser prendre la parole et revenir pour nous sur la vision de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, et notamment nous présenter les résultats du baromètre de conjoncture économique de la CTFCI que vous avez récemment produit. Donc, je vous laisse la parole sur le sujet. C'est à vous. Merci Florian. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, nous sommes la Chambre de commerce tuniso-française. Nous sommes la plus grande chambre mixte donc, en Tunisie et nous avons plus de 1300 adhérents. Et notre job, c'est surtout d'aider les entreprises françaises à prospecter le marché tunisien. Qu'est-ce que ça veut dire prospecter? Ça veut dire bien sûr exporter sur la Tunisie, rechercher des partenaires, faire du sourcing, s'implanter aussi. Donc mon ami et mon collègue M. Ghani l'a souligné tout à l'heure, étant un ancien FIPA et même ancien FIPA Paris, donc aussi on est à la Chambre, on aide les entreprises et on les assiste à s'implanter en Tunisie. Donc nous sommes à votre disposition pour vous aider à
aussi donc à explorer ce marché, à vous y implanter, à chercher de la sous-traitance ou du sourcing. Donc, juste avant de commencer mon intervention, je voudrais vous dire que depuis l'indépendance jusqu'il y a 3 ans, la France était le premier fournisseur de la Tunisie. Là, ça fait 3 ans, c'est l'Italie qui a dépassé la France donc, en tant que premier fournisseur. Et si on va continuer sur ce trend, même il y a d'autres pays tels que la Turquie, la Chine, l'Espagne qui sont en train aussi de grignoter des parts de marché. Donc j'invite les entreprises françaises à venir, franchement, venir explorer ce marché qui est plein d'opportunités. Je vous présenterai les opportunités tout à l'heure. Et ne pas uniquement se lier à ce que se dit ou ce qu'on vous montre dans les télés françaises. Parce que si vous vous limitez à regarder BFM TV, vous ne voyagerez dans aucun pays. Donc, moi, je vous invite à venir explorer ce marché où il y a pas mal d'opportunités et je vais vous les présenter. Avant de vous présenter donc, ces opportunités, si tu peux passer les slides parce que voilà. Donc c'est un scoop. On vient de terminer ce baromètre aujourd'hui même. D'ailleurs, j'espère qu'Opéline, qui est membre du comité des acteurs, elle n'est même pas au courant encore de ces résultats. Donc on vient de terminer ce baromètre. Donc on a questionné 144 entreprises adhérentes à la Chambre, dont 60% qui ont des participations étrangères. Et là, vous voyez, malgré la situation en Tunisie, malgré le Covid, malgré quelques problèmes sociaux, politiques, etc., sachez que 25% en 2020 déjà des entreprises ont fait des nouveaux investissements et aussi les entreprises sont également optimistes pour 2021. Il y a plus de 30%, plus de 35%, à peu près 36% qui comptent donc faire des nouveaux investissements. Et bien sûr, ça se traduira bien sûr par des créations d'emplois. En 2020, également 22% des entreprises ont amélioré leur chiffre d'affaires et en 2021, à peu près donc 35% comptent également prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires. Pour vous dire que malgré le Covid, il y a encore des opportunités en Tunisie et les entreprises n'ont jamais arrêté de travailler et au contraire pas mal, M. Ganmi l'a souligné tout à l'heure, plusieurs sociétés font actuellement beaucoup d'extensions en Tunisie pour vous montrer que l'outil industriel est en train de fonctionner en Tunisie. Au niveau des perspectives 2021, certes, il y a pas mal d'entreprises qui craignent encore le prolongement de la crise sanitaire, mais 77% de ces entreprises s'attendent soit à une stabilisation, soit à une amélioration de la situation économique et donc de leur intention d'investissement et de création d'emplois. Passer au slide suivant. Là, tout à l'heure, donc, je voulais signaler, la France n'est plus le premier exportateur sur la Tunisie, avec à peu près 2 milliards d'euros. À un certain moment, les importations tunisiennes en provenance de la France étaient de 3,5 milliards d'euros. Donc, vous voyez la baisse considérable qu'ont connue les importations. Et c'est pour cette raison qu'il y a donc des opportunités à venir explorer sur ce marché. Le marché tunisien est évalué à peu près de 30 milliards d'euros. Donc, et là, pour venir investir en Tunisie, M. Ganmi vous a parlé des investissements dans le domaine industriel et des services où c'est libre. Donc, il n'y a aucune autorisation. Pour autant, dans le domaine du commerce, donc, il y a certaines restrictions. Donc, quand une entreprise française veut ouvrir un commerce en Tunisie, si sa participation est inférieure à 49%, c'est sans autorisation. Au-delà de 49% dans le commerce, donc de distribution, donc j'insiste, il faut une autorisation. Donc, et là, la Chambre est prête à vous aider donc pour vous aider à ouvrir des sociétés commerciales. Et même donc dans une première à vous aider dans une première phase à vous aider à vous domicilier à la Chambre parce que nous on a un service de domiciliation aussi bien domiciliation postale mais aussi nous pouvons vous mettre à vos dispositions des bureaux pendant quelques mois en vue aussi de par la suite de créer votre propre entreprise et d'avoir vos propres bureaux.
À part, bien sûr, l'exportation directe vers des clients potentiels, l'État reste un acteur important en Tunisie en matière donc d'affaires. Et là, la Tunisie lance plusieurs appels d'offres. Et là, je vous invite à consulter le site marchépublic.gov.tn. Il y a des appels d'offres pratiquement tous les jours qui sont insérés sur ce site et sont classés en fait par ministère, office ou organisme public. Donc, par contre, la nouveauté, c'est que depuis 2018, il n'y a plus de papier. Donc, il faut absolument que vous soyez référencé sur un site qui s'appelle TUNEPS, donc Tunisian E-Procurement System. Donc, c'est l'unique moyen maintenant de participer à des appels d'offres en Tunisie. Donc, et là, avant donc, de pouvoir rentrer pour retirer les cahiers de charges, etc., il faut se faire référencer. Et pour trouver la procédure pour se faire référencer, vous avez soit donc, les sites tuneps.tn ou bien tuntrust.tn. Slide suivant. Là, les exportations de produits sur la Tunisie sont simples, hein, donc il suffit des trucs classiques, factures, assurances, etc. Par contre, il y a quelques problématiques qui se posent lorsqu'il y a des exportations de services. C'est ce point sur lequel je voulais insister. Là, si la société va exporter un service et son exécution en Tunisie, la durée est inférieure à 6 mois, vous pouvez facturer directement à partir de la France, mais sachez que vous avez une retenue à la source en Tunisie qui est variable en fonction de l'activité. Par contre, si l'exécution de ce marché, par exemple, une entreprise qui remporte un marché de construction d'un hôpital et va durer plus que 6 mois, donc elle est obligée de créer ce qu'on appelle une structure provisoire ou juridiquement, on appelle ça un établissement stable, et là, elle sera imposée en Tunisie. Et donc, elle sera payée en dinars tunisiens et elle aura la liberté de transférer par la suite les revenus qu'elle va engendrer. Sachez par contre, comme elle va payer des impôts en Tunisie, elle ne sera pas réimposée en France en vertu de la convention de non-imposition entre la Tunisie et la France. La Tunisie et la France ont mis en place des outils pour encourager le partenariat tuniso-français, notamment le fonds de colocalisation donc, entre la France et la Tunisie, qui est géré du côté tunisien par la CDC et BPI France du côté français. C'est un fonds qui n'existe dans la région MENA que pour la Tunisie. C'est un fonds qui est destiné à aider la création d'entreprises franco-tunisiennes, que ce soit des entreprises en Tunisie, en France, ou bien même ensemble pour créer des projets dans des pays tiers. Donc là, c'est un fonds doté de 20 milliards d'euros, mais il y a quelques critères donc, que vous voyez sur le slide pour être éligible. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de nous ou bien de BPI en France pour avoir plus d'informations à ce sujet. Par ailleurs, et récemment, la France a mis à la disposition aussi des PME tunisiennes une ligne de crédit pour acheter des produits et des services français. C'est une ligne de 30 millions d'euros qui est la plus compétitive sur le marché au niveau taux. Donc, n'hésitez pas, donc, les entreprises françaises doivent conseiller à leurs clients tunisiens donc d'utiliser cette ligne. Les clients tunisiens doivent s'adresser au préalable à leur banque qui, par la suite, fera valider le dossier auprès du service économique de l'ambassade de France à Tunis. Slide suivant. Très rapidement, quelques secteurs porteurs donc, en Tunisie, à part bien sûr ceux que citait M. Gadmi pour l'implantation. Sachez qu'au niveau export et partenariat avec les sociétés tunisiennes, il y a les biens d'équipement et demi-produits destinés à l'industrie manufacturière. Il y a près de 15 000 entreprises industrielles en Tunisie qui ont besoin de tout, donc matières premières, demi-produits, équipements. Et là, on est prêt à vous aider donc, à prospecter ce marché, avec les autres marchés d'ailleurs. Les équipements consommables pour
le secteur de la santé. Sachez que le secteur de la santé, c'est un secteur où il y a pas mal d'opportunités en Tunisie, aussi bien en matière d'équipement que de consommables. D'ailleurs, la France s'implique énormément dans ce secteur et à travers l'Agence française de développement, il va y avoir la construction de 2 hôpitaux au sud tunisien financés donc, par la France. Parallèlement au secteur public, on a un secteur privé très dynamique dans le domaine de la santé. N'hésitez pas aussi à explorer ce secteur. Le troisième, c'est tout ce qui est second œuvre du bâtiment. Sachez que même ces 10 dernières années, donc après la Révolution et même les temps difficiles en Tunisie, c'est un secteur qui ne s'est jamais arrêté. Il y a des opportunités dans tout ce secteur. Sachez que pour le produit second œuvre du bâtiment, à part le marché tunisien, d'ailleurs pas mal d'autres secteurs, il ne faut pas considérer uniquement le marché tunisien. Sachez que notamment pour tout ce qui est matériaux de construction, tout ce qui est consommable pour la santé et produits agroalimentaires, réfléchissez également au marché libyen. Sachez que plusieurs sociétés tunisiennes sont très bien introduites en Libye et peuvent vous y introduire. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le sommet de la francophonie, qui, on l'espère, se tiendra fin novembre en Tunisie, se tiendra à Djerba, justement pour éventuellement que les entreprises qui viendraient en marge de ce forum, de ce sommet de la francophonie, d'ailleurs il y aura un forum économique, donc pourront rayonner également sur la Libye. Le secteur du transport et de la logistique, c'est un secteur en pleine expansion en Tunisie. Il y a pas mal de projets, notamment dans le domaine du ferroviaire. Donc sachez qu'il y a pas mal de projets qui sont prévus, l'extension du métro de Tunis, un projet en PPP, par exemple, dans le métro de Sfax, la modernisation des lignes de chemin de fer, donc en Tunis et banlieue, et même les grandes lignes. Et puis récemment, aussi, il y a 2 appels d'offres qui ont été lancés pour la réalisation de 2 zones d'activité logistique à Sfax et à Gabès. Enfin, le numérique, je ne vais pas m'attarder puisque M. Gadmi a cité pas mal d'atouts. Et puis, Ambéline Bernard Manusset, qui est aussi président de la commission numérique à la Chambre, vous donnera plus de détails à ce sujet. Voilà, j'ai terminé. Par contre, je voudrais inciter les entreprises qui viendraient en mission de prospection en Tunisie. Sachez qu'ils peuvent bénéficier de ce que le dispositif français a mis à leur disposition, qui est le chèque export, le chèque facilité export. Une entreprise qui viendrait en mission de prospection individuelle en Tunisie peut être aidée jusqu'à 2 000 € pour une prestation d'accompagnement individuel, 1 500 € lorsque c'est un accompagnement collectif et jusqu'à 2 500 € si elle participe sur un pavillon en France, sur un salon à l'étranger. Voilà, merci. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gaïda. Les 2 présentations que vous nous avez faites nous apportent un grand nombre de précisions sur les opportunités d'investissement au sein de la Tunisie. Pour vous proposer un panorama vraiment complet des possibilités offertes par le pays, nous avons également la chance d'accueillir M. Walid Ruiz, CEO d'Axia Engineering Service et président du cluster mécatronique, et Ombeline Bernard Manusset-Alland, directeur général Afrique de Vocalcom. Des témoignages qu'on espère précieux et qui vont vous permettre, via le partage d'expérience, d'évoquer de façon vraiment concrète des exemples d'implantation ou de développement réussi. Monsieur Ruiz, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour aux participants à ce webinaire. Alors, je vais essayer, donc Walid Ruiz, je suis directeur général de 2 filiales du groupe Actia en Tunisie, Actia Engineering Service et Actia Africa. Je vais essayer, au travers de ces quelques minutes, de partager avec vous un petit peu notre expérience. Donc, rapidement, le groupe Actia, pour avoir le contexte, c'est un groupe familial, c'est une entreprise de taille intermédiaire familiale, fondée par deux familles. Le siège social est à Toulouse. La société, le groupe est coté au second marché à Euronext, à la Bourse de Paris. Le groupe est fondé depuis 1986. Donc, ça a démarré avec 25 personnes. Aujourd'hui, c'est un groupe, à fin 2020, de pratiquement 4000 personnes.
C'est un groupe qui investit régulièrement dans tout ce qui est R&D, avec à peu près un peu plus de 1000 ingénieurs donc dans la R&D, et qui réalise un chiffre d'affaires consolidé annuel de 22 000 milliards d'euros, 520 millions d'euros sur 2019. Le groupe est implanté dans 16 pays au travers de 24 filiales. Donc, on est équipementier automobile de premier rang. On conçoit, on industrialise et on fabrique des produits en électronique, communicants, donc pour les systèmes connectés. On a toute une ligne d'électromobilité, donc électronique de puissance, batterie, moteur. On est également spécialiste dans tout ce qui est diagnostic automobile. Et maintenance, contrôle technique et maintenance. Et on est plus généralement spécialisé dans tout ce qui est électronique embarquée, donc les calculateurs de gestion, d'entrée-sortie, les tableaux de bord et autres composants automobiles. Donc les piliers donc, basés sur des piliers technologiques qui sont l'électronique, le logiciel et la mécanique. Nos clients, c'est les constructeurs automobiles de premier rang, Jaguar Land Rover, Volvo, PSA et autres. On opère essentiellement dans le véhicule léger, le bus et le camion, et quelques applications dans les domaines du véhicule spécial, donc agricole, engin de chantier et autres. Donc on conçoit, mais également on fabrique. Donc nous sommes des industriels avant tout. Et on est équipé d'une organisation, on dispose d'une organisation industrielle avec trois sites manufacturiers majeurs en électronique, dont le plus important est basé en Tunisie. D'ailleurs, l'expérience du groupe avec la Tunisie a commencé à démarrer avec la partie production, qui est la destination classique, je dirais, de la Tunisie. C'était en 97, déjà 25 ans, voilà, par le rachat d'une société qui existait. Et donc, il y a eu tout un processus de transformation avec cette usine de production de systèmes électroniques. Aujourd'hui, elle compte, en tout cas, ça c'est le témoignage de nos clients qui viennent auditer. On a plus d'une vingtaine d'audits de clients automobiles de premier rang par an qui s'opèrent sur cette usine. De leur témoignage, ça fait partie des plus belles usines sur le pourtour méditerranéen. Donc, quand je dis belle, c'est pas esthétique, c'est plutôt qualité de service, qualité et les KPI liés à nos domaines d'activité, et nos domaines très exigeants de l'automobile. Donc, ça a démarré avec la production et ensuite, on a développé une deuxième usine en extension qui est spécialisée dans l'assemblage des produits. Et en 2005, donc il y a 15 ans, nous avons installé le premier centre R&D offshore du groupe. Et donc, on a démarré avec 5 personnes et on a démarré dans les stocks de l'usine justement pour une proximité. Ensuite, on a déménagé à la Technopole El Gazela. Donc, c'est un des technoparcs les plus importants en IT en Tunisie. Et aujourd'hui, Actia Engineering Service, elle compte 456 cadres, essentiellement des ingénieurs. Et aujourd'hui, nous représentons pratiquement 50% de l'effort R&D du groupe Actia. Les spécialités sont électroniques, mécaniques, logiciels, beaucoup de logiciels parce que les produits sont de plus en plus complexes avec les contraintes de sécurité, sûreté de fonctionnement et autres. Donc, beaucoup de logiciels et on dispose également d'un laboratoire de qualification. Donc, on a été les premiers en Afrique du Nord à avoir un laboratoire accrédité dans le domaine dans la mécatronique. On a eu pas mal de distinctions. Aujourd'hui, c'est un environnement certifié avec vraiment des ressources de qualité. Et dernièrement, on a créé Actia Africa, qui est une société commerciale basée à Tunis, mais qui rayonne sur l'ensemble de l'Afrique pour promouvoir les produits et services du groupe à partir de la Tunisie. On a déjà des gros sujets avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire qu'on pilote depuis la Tunisie. Donc,
la Tunisie a été pour nous une destination naturelle au début, par la proximité avec notre site manufacturier, mais ça a été aussi une agréable découverte par un système éducatif vraiment de très bon niveau, notamment en mathématiques, informatique et sciences de l'ingénieur. Donc, les métiers qui sont nécessaires, en tout cas les compétences qui sont nécessaires dans nos domaines d'activité. On a vu également une jeunesse qui a soif d'apprendre, de se réaliser à travers des projets. Donc, il y a, je dirais, au-delà de la relation d'employé à employeur, il y avait vraiment cette notion d'appartenance très, très forte. En fait, hein. Et ça, on le voit vraiment dans les moments de crise ou les moments difficiles où réellement en tout cas, cette appartenance s'est révélée. Je peux vous dire que, on a traversé, et c'est là où on voit un peu la résilience d'une organisation, d'un pays, d'une structure. Donc, on a traversé plusieurs crises, hein. Il y a eu la révolution, il y a eu la crise économique en 2008, il y a eu la révolution en 2011. Il y a eu le Covid. Aujourd'hui, on vit une crise des composants électroniques dans notre domaine. Et je peux vous dire qu'on a toujours réussi, à la fois à la production et au bureau d'études, on a toujours réussi à livrer. Donc, il y a une continuité d'activité. Les équipes ont fait de sorte à ce que ça continue à fonctionner. Bon, après, il y a des atouts, je dirais, il y a des atouts naturels. Typiquement, avec la crise des composants, c'est un effet accordéon. Il y a certains composants qui ne sont pas livrés à temps, et ça, c'est une crise mondiale, hein, elle n'est pas spécifique à la Tunisie, sauf que quand les composants arrivent, on est à 22 heures de Marseille, donc, et après, on est à quelques heures de notre centre logistique en Europe. On sait, je veux dire, avec nos circuits, notre supply chain, on arrive à rattraper tant que possible les retards ou les inconvénients, voilà, qui arrivent dans la vie normale d'un projet. Donc ça c'est très important. Et après, un autre exemple, en fait, au plus fort du Covid, où il y a eu un confinement comme partout dans le monde, nos équipes, notamment projet, on a continué à 100% à opérer. Donc, les systèmes IT ont correctement fonctionné, les télécoms ont bien fonctionné, les personnes ont pu travailler de chez eux en télétravail. C'est pas pour comparer, mais en tout cas, j'ai des collègues en Chine et en Inde où malheureusement, ils n'ont pas pu. Soit c'est les connexions qui n'ont pas fonctionné, soit les conditions d'habitation et autres qui ne permettent pas réellement de faire du télétravail. Donc, nous, je dirais, ça ne s'est même pas senti par rapport à nos collègues en Europe. En tout cas, en Tunisie, ça a continué à livrer, ça continue à fonctionner en toute sérénité. Après, juste pour illustrer, en fait, en ce moment, en tout cas dans l'écosystème tech, il y a une vraie ébullition, en fait, hein. Il y a un dynamisme qu'on observe depuis maintenant 3-4 ans, avec de plus en plus de collaboration entre les clusters. Je suis moi-même président du premier cluster en Tunisie, qui est le cluster mécatronique, qui compte plus d'une centaine d'entreprises dans la mécatronique, avec les écoles d'ingénieurs, avec les laboratoires de recherche, avec les startups tunisiennes. Et donc, le framework incitatif Startup Act a été vraiment un catalyseur et a fait accélérer un petit peu le mouvement. Donc, pour des grands groupes comme nous, c'est vraiment une aubaine, en fait, hein. Donc là, ça nous permet d'être au contact avec ces structures agiles et de déclencher des sujets d'innovation et d'évoluer, en tout cas, dans un environnement très, très favorable et très, très dynamique. Le cluster, quant à lui, il amène cette proximité et il rassemble les sociétés dans la même chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, il y a énormément de possibilités, en tout cas pour créer un produit, ou que ce soit matériel ou logiciel. Il y a vraiment ce qu'il faut autour, en fait, hein. Donc, par exemple, dans l'automobile, il y a ce qu'il faut pour faire l'électronique, il y a ce qu'il faut pour faire la mécanique, il y a ce qu'il faut pour faire la plasturgie. Il y a tout l'environnement est là pour pouvoir se développer. Et on a également, on a commencé avec notre laboratoire de l'innovation ici à Tunis, depuis maintenant 2 ans, à déposer des brevets, et d'une manière régulière.
Donc, il y a également un framework incitatif pour le dépôt de brevets avec des coûts compétitifs, avec une portée internationale, hein, avec un dépôt qui se fait à Tunis, mais qui peut avoir à terme une portée internationale. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes en tout cas pour nous. Et voilà, le groupe aujourd'hui, on compte plus de 1400 personnes et je pense que l'histoire n'est pas finie. On est en train de développer des nouveaux projets. Pour l'instant, il y a des choses qui sont confidentielles, mais on est dans l'électromobilité, dans la micromobilité. Je pense que les chiffres vont être doublés, triplés dans les années qui viennent. En tout cas, il y a vraiment un environnement très propice pour se développer dans les domaines technologiques comme l'automobile, les IoT et autres. Et pour des startups, il y a aussi ce qu'il faut en écosystème et au bon prix pour pouvoir faire son premier proto, pour pouvoir faire ses pré-séries, pour pouvoir faire son démarrage d'activité également. Ça marche aussi bien pour les grands groupes que pour les startups innovantes. Et je veux dire, je vais faire comme mes prédécesseurs. Donc, je ne sais pas s'il y aura mon contact, mais en tout cas, vous avez Walid Ruiz donc sur LinkedIn. Si vous voulez vous renseigner autre, je me ferai un plaisir de vous informer au titre du cluster mécatronique et de vous aider éventuellement à la bonne connexion avec les partenaires ici en Tunisie pour fonctionner en cluster. Merci pour votre attention. Et puis, je pense qu'il y a une petite vidéo on a prévu une petite vidéo. Je ne sais pas, Stéphane. Donc, c'est notre siège social. En fait, on a construit, on a investi, on a construit ce siège social, 10 500 mètres carrés. C'est juste à côté du Technopole El Gazela à Tunis. C'est un espace qui peut abriter jusqu'à 750 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 450. Mais comme je vous ai dit, donc on prévoit un avenir en Tunisie. Et d'ailleurs, on fait racine, donc avec l'acquisition de ce terrain et de ce bâtiment. Ça, c'est nos produits, hein, donc l'électromobilité, les véhicules connectés, vraiment dans un environnement international. Donc, nos clients sont de par le monde. Hein, donc, aujourd'hui, on gère des projets avec la Suède, l'Allemagne, depuis Tunis, sur une équipe pluridisciplinaire avec des capacités en termes de langue, de gestion de projet, des équipes certifiées pour la plupart. On a du PMP, Prince, voilà, des outils de simulation, des outils de développement logiciel, vraiment au top niveau international. On a également notre laboratoire de qualification thermomécanique, premier en Afrique du Nord, vraiment à être accrédité, qui nous sert à qualifier et certifier nos produits. L'équipe innovation qui travaille sur différentes thématiques, là c'est la micromobilité. Vous avez vu au passage rapidement un bus autonome également. Ça c'est pour le confort des salariés. Donc on a un building social donc avec cantine, salle de sport, les activités sociales. Voilà. Et au plaisir de vous rencontrer à Tunis ou en France et échanger plus en détail par rapport à vos souhaits d'investissement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruiz. Merci pour toutes ces informations. Je vais passer la parole à Madame Bernard Musset-Allan, qui va nous présenter Vocalcom et partager avec nous son expérience. À tous les participants, je rappelle que vous avez la possibilité de nous faire part de vos questions via le chat. On en a déjà quelques-unes qui sont remontées, mais n'hésitez pas à nous interroger, à les interroger. On se fera un plaisir en fin de webinaire de répondre à toutes vos questions. Je vous laisse la parole, Ambeline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je vais venir travailler chez Walid parce que l'entreprise est vraiment très bien. Bon. Donc, je me présente, Ambeline Bernard Manusset. Je vais être un peu plus rapide que mes collègues
parce que nous sommes à la fin de ce webinaire et je pense que c'est important de vous donner les messages et le ressenti en synthèse. Donc, Vocalcom, c'est un groupe français qui existe depuis plus de 25 ans, qui est éditeur de logiciels et leader mondial sur le marché des solutions de centres de contact. Nous avons des bureaux qui sont implantés dans 15 pays et nous couvrons à peu près une 50aine de pays au travers de nos partenaires. Donc, Vocalcom en Tunisie existe depuis 14 ans et nous proposons aux entreprises des solutions pour la gestion de la relation client. Donc, ces solutions sont omnicanales. Elles permettent donc une interaction sur l'ensemble des canaux disponibles comme la voix, le SMS, l'email, le fax, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, notre portefeuille client est constitué de centres de contact, mais aussi d'entreprises comme des banques, des assurances, des opérateurs télécoms, des sociétés d'électricité, en tout cas toutes les sociétés qui ont besoin de gérer leurs relations clients. D'ailleurs, peut-être que Walid un jour aura besoin de mes services. Donc, en Tunisie, on a un service commercial, une administration, un service technique, et depuis quelques mois, on a un nouveau service de QA. Donc, ce sont des testeurs qui se trouvent à Siliana. Et donc, ce service a pu voir le jour grâce au développement des régions, qui est très, très important en Tunisie et qui est vraiment une opportunité pour trouver des nouvelles compétences. Donc, c'est le projet ELIF, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, depuis la Tunisie, nous gérons 23 pays d'Afrique. Donc, ça va de l'Algérie, Nigeria, Mali, Tchad, Éthiopie, Djibouti, Kenya, et on va jusqu'en bas, île Maurice, Madagascar. Donc, historiquement, je vais vous dire pourquoi Vocalcom s'est implanté en Tunisie et pourquoi on a fait le choix d'y rester. Donc, bien entendu, tout le monde en a parlé, la valeur humaine est très, très forte en Tunisie. On a en Tunisie des ressources qualifiées, mais qui demandent aussi un investissement pour être encore plus opérationnel. Ces ressources qualifiées sont là parce que nous avons des écoles reconnues qui se sont implantées en Tunisie. On a aussi un écosystème qui permet de favoriser les compétences ou les entreprises, comme le programme Smart Tunisia. Je vous ai parlé du programme ELIF, mais pareil, ça permet vraiment de développer les compétences dans les régions. Et de nombreuses écoles comme Oberton School qui sont arrivées en Tunisie. Un autre atout, c'est que nous sommes sur un pays francophone avec des similarités culturelles. Mais nous n'avons aucun problème aussi avec les autres langues. Nous travaillons par exemple beaucoup avec l'Afrique de l'Est, donc des pays anglophones, sans aucune difficulté. Donc ça, c'est un atout qui est très important. On a aussi l'image de la Tunisie qui est très bonne parce que souvent le pays est assimilé à de la compétence et au sérieux. Donc ceci est valable en Europe avec d'ailleurs l'embauche de nombreux Tunisiens dans les sociétés européennes, mais aussi en Afrique. Et dans un continent qui est pris d'assaut par les Indiens et par les Chinois, on a une vraie carte à jouer en favorisant les relations sud-sud. Et c'est exactement ce que nous faisons chez Vocalcom, puisque la Tunisie est devenue le headquarter africain. Et pour rebondir sur cette partie africaine, la Tunisie est un hub pour conquérir l'Afrique. Et malgré une politique qui a toujours été timide, en tout cas ces dernières années, vers l'Afrique, la Tunisie a des relations très fortes avec certains pays. Alors, je vais vous donner l'exemple de Djibouti, qui, par exemple, en 1977, à l'indépendance, quand les Français sont partis, ils sont partis avec les médecins, les professeurs. Et en fait, c'est la Tunisie qui est venue aider le pays. Et depuis, on a une relation fraternelle avec ce pays. Donc, des histoires comme ça, il y en a dans beaucoup de pays francophones africains et c'est une vraie opportunité pour les sociétés. Donc, pour finir, ce que nous avons appris pendant la crise Covid, c'est qu'il n'y a plus de problème de mobilité. On a aussi les mentalités qui ont changé et nos méthodes de travail. Moi, je sais qu'il y a encore un an, mon équipe technique me disait qu'on ne pouvait pas faire de formation à distance.
là, depuis Covid, on ne fait que ça, des formations à distance. Alors, bien sûr, il a fallu qu'on réajuste certains process de travail, mais en tout cas, c'est possible. Donc, on n'a plus de frontières. La Tunisie a une vraie place dans ce continent d'avenir. Et pour finir mon témoignage, là, je vais vous parler plus personnellement. Moi, je travaille en Tunisie depuis plus de 15 ans. Vocalcom, c'est la troisième société dans laquelle je travaille. Pour moi, la Tunisie, c'est un choix de vie. D'abord parce que j'aime profondément le pays, mais aussi parce que je suis persuadée que c'est l'endroit où il faut être. Les opportunités sont énormes. On a plein de choses à construire ici. Donc, vous prenez les opportunités et les compétences qui sont en fait ici tournées vers l'Europe, elles sont tournées vers l'Afrique et elles sont tournées vers le monde. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à venir explorer. On est là aussi pour vous accompagner si vous avez des questions. Monsieur Gaïda disait tout à l'heure, moi je suis aussi présidente de la commission numérique à la Chambre tuniso-française. On a aidé plusieurs fois des entreprises à s'implanter ou à donner des best practices. Donc, n'hésitez pas à contacter aussi la Chambre, n'hésitez pas à contacter la FIPA. Ça vaut le coup. Le seul risque que vous avez, c'est de rester dans le pays. Voilà. Ça sera tout pour moi, Stéphane. J'ai essayé d'être courte. Merci beaucoup, Amandine, c'était parfait. Merci vraiment à vous. Maintenant, on va prendre un petit temps, en effet, pour répondre à vos questions. Il y avait pas mal de sujets assez intéressants. Je vais peut-être commencer par une question de Monsieur Dardour. J'ai essayé de la ressortir rapidement et qui devrait pouvoir vous intéresser. À voir, je pense que c'est une question qui peut-être s'adresse plus à Monsieur Ganmi, mais voilà, si quelqu'un souhaite prendre la parole, je vous en prie, voilà, n'hésitez pas. Oui, je vais essayer de donner une réponse courte, mais sachant qu'on est prêt à donner plus de détails et à prendre en charge cette requête à travers notre bureau à Paris ou à partir de Tunis. Donc, je l'invite à nous envoyer plus de détails sur sa demande et on va essayer de lui fournir la meilleure réponse à sa question. Mais pour le moment, je peux dire qu'il y a des opportunités certaines. Oui, je peux peut-être rajouter un mot, Siran, si vous permettez. Oui, s'il vous plaît. Oui, en fait, nous sommes également dans le cadre du cluster mécatronique. On a créé, en fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est développé. Hein. Donc, il y a ce qu'il faut en termes d'écosystème, mais il n'y a pas de société réellement spécialisée dans les dispositifs médicaux. Certaines ont plasturgie de type la transfusion sanguine, les kits de transfusion, ce genre de choses. Par contre, dispositifs avec de l'électronique, des produits, des choses comme ça, il n'y a pas encore ce qu'il faut. Mais par contre, il y a une réelle demande de la part du ministère de la Santé local. Donc, il y a un groupe de travail actuellement qui travaille sur le sujet. Et nous sommes en tout cas, c'est en voie de créer un cluster pour les dispositifs médicaux. Et donc, toutes les initiatives, si vous avez des idées de projets, des choses comme ça, moi, je vous invite à rejoindre ce cluster. En tout cas, il y a des opportunités localement avec le ministère de la Santé et il y a d'autres opportunités également sur l'Afrique à partir de Tunis sur ce type de marché. Du coup, je vais avoir une autre question. Je vous la passe de Madame Chéniou. Toujours Monsieur Ganmi ou Monsieur Ruiz, y a-t-il des industries transformateurs d'élastomères? Je peux répondre. Je vous en prie, Monsieur Ganmi. Oui, c'est Hervé, vas-y, hein, je vous en prie.
Oui, bien sûr. Il y a pas mal de sociétés de transformation d'élastomères. D'ailleurs, il y a même un groupement qui s'est créé. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est logé chez nous. Donc, c'est une association de transformateurs, des entreprises tunisiennes de la plasturgie, qui fait du plastique technique maintenant aussi bien pour l'automobile que pour l'électronique, etc. Donc, si vous recherchez donc un sous-traitant, n'hésitez pas donc en fin de ma présentation, vous avez mon mail et on vous mettra en relation avec les entreprises adéquates. Donc oui, il y a des transformateurs de très beau niveau et qui déjà, on en a par exemple même 4 ou 5 qui travaillent pour des pièces pour l'aéronautique déjà. Donc vous savez que voilà, il y a des gens qui travaillent dans des produits de haute précision. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Gaïda. Une autre question, cette fois, qui émane de Madame Corbachi, que je vous passe aussi. Et je vous laisse décider, peut-être Monsieur Gaïda ou Madame Manussi. Moi, je vais essayer de répondre à cette question pour dire que la convertibilité du dinar présente plus de problèmes pour les Tunisiens que pour les investisseurs étrangers, parce que tout investisseur étranger a la possibilité d'ouvrir un compte en dinar convertible qui lui permet de payer toutes ses charges en Tunisie en dinars et pour ses engagements à l'étranger en devises étrangères. Donc, c'est vraiment c'est un vrai problème plutôt pour les Tunisiens que pour les investisseurs étrangers. Ok, je vous remercie. J'ai une autre question de Monsieur Frenzel, donc à laquelle on a partiellement répondu via le chat, mais vous pouvez peut-être apporter des précisions sur le sujet. Oui, la question liée, donc on a présenté, je pense, tous les intervenants avec mes collègues, donc tous les intervenants, on a présenté le potentiel de la Tunisie dans ce secteur et surtout l'expérience française, des entreprises françaises en Tunisie. Il y a l'avantage pour les entreprises étrangères et notamment françaises, c'est la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées. Donc, et on est même en train d'offrir aussi ces compétences à l'international et notamment en France. Il y a plusieurs Tunisiens qui sont engagés également avec d'autres pays comme le Canada et notamment le Québec qui vient recruter des entreprises québécoises qui viennent chercher des compétences tunisiennes dans le domaine de l'IT. Donc ça, c'est un atout de notre pays. Il y a une disponibilité donc, en matière d'ingénieurs et également de techniciens hautement qualifiés. Oui, peut-être ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a aussi une adaptabilité du système éducatif. En fait, aujourd'hui, ça suit vraiment les technos parce qu'il y a c'est un domaine qui évolue très très vite. Et aujourd'hui, on arrive, je veux dire, là, il y a eu la tendance DevOps, donc aujourd'hui, il y a énormément de diplômés d'événements avec ces spécialités-là qui sortent de l'école. Donc, il y a une adaptabilité une agilité, entre guillemets, du système éducatif pour s'adapter un petit peu à la demande. Mais oui, globalement, après, sur des spécialités vraiment pointues, là, par exemple, nous, sur quelques spécialités de type safety, cybersécurité, des choses comme ça, on va jusqu'à, et ça c'est une possibilité qu'on a vraiment explorée ici en Tunisie, donc on va jusqu'à donner des cours et orienter un petit peu les cours des universités. Ils sont vraiment demandeurs d'adapter le contenu des cours à la demande des industriels. Donc ça c'est possible aussi. Si vous êtes en train de travailler sur un domaine spécifique, il y a la possibilité de collaborer avec les écoles pour adapter le contenu scientifique. Je crois que vous aviez des petites précisions à apporter sur le sujet. Ambeline, je vous laisse la main. Le micro ne marche pas chez Ambeline, donc c'est... Ah, voilà, ça devrait aller. Pardon, merci beaucoup. Oui, juste une petite précision pour compléter ce que disait Walid. En fait, parfois, les compétences ne correspondent pas exactement à ce qu'on veut.
mais il y a une grande facilité de formation et surtout de travail pour arriver au niveau. Voilà. Donc, c'est très important parce que c'est très rare comme situation. Donc, on a les compétences et en plus, on est capable d'aller plus loin. Voilà. Dernière question que je vais vous passer. Lié à l'innovation, je pense. Hein. Sur le transfert de connaissances, et exactement, tout à fait en lien direct avec l'innovation. Donc là aussi, je vous laisse vous exprimer sur je vais donner un début de réponse. Peut-être mes collègues veulent compléter par la suite, mais je peux confirmer qu'on n'est pas en train de répondre juste ou de faire de l'outsourcing pour l'Europe, mais il y a pas mal d'entreprises tunisiennes et des startups tunisiennes qui sont très actives dans l'innovation en Tunisie, donc notamment dans tout ce qui est robotique. Donc, il y a des startups tunisiennes, Innova Robotique, elle a conçu et fabrique des robots et qui est en train de les vendre à l'international. Il y a aussi des expériences dans l'aéronautique, dans tout ce qui est ELM, qui sont conçues et fabriquées en Tunisie pour le marché international. Il y a également dans l'intelligence artificielle et plein d'autres domaines où la Tunisie dispose d'un réel potentiel. Donc, on n'est pas en train de chercher uniquement des opportunités de sous-traitance, mais plutôt des solutions qui sont développées par des startups tunisiennes. Parfois, c'est en partenariat avec des étrangers, parfois, c'est 100% tunisien, mais le plus important, c'est qu'il y a un réel potentiel en Tunisie dans ce domaine, dans tout ce qui touche à l'innovation. Quelqu'un souhaitait apporter des éléments complémentaires? J'ajouterais, Habib Gaïta, j'ajouterais que au-delà maintenant de l'innovation, on a quelques sociétés qui sont arrivées maintenant à exercer dans le domaine de l'industrie 4.0, qui est le top du top maintenant en matière d'innovation, et qui fabriquent des équipements donc robotisés aussi bien pour des entreprises étrangères qui sont implantées en Tunisie. Il y en a une tunisienne à 100%, qui même a créé une filiale au Maroc pour livrer donc des équipementiers automobiles et autres au Maroc. Donc sachez que maintenant, à part l'R&D, on est arrivé même à construire des robots et des équipements donc, assistés par des équipements assistés par des robots dans le cadre de l'industrie 4.0. Merci. Oui, justement, c'est pour témoigner par rapport à notre groupe. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des relations sous-traitance pure et choses comme ça, sans création de valeur, ça existe. Je veux dire entre guillemets, de la production techno pure. Mais il y a également de la co-construction. Moi, je vois au niveau de notre groupe, nous, on est centre de compétences sur pas mal d'activités clés pour le groupe, non substituables. Donc, et bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait, là, ça fait 15 ans qu'on opère dans le domaine. Mais en tout cas, il y a cette stratégie de construire, de co-construire, de capitaliser en Tunisie et sur les Tunisiens. Donc, ça marche. Hein. C'est quelque chose qui marche et qui est… voilà. Et donc, je peux personnellement en témoigner avec le groupe Actia et nos implantations ici en Tunisie. Merci, Monsieur Ruiz. Donc, je crois qu'on va pouvoir conclure. Notre événement tire à sa fin. Je vous remercie encore une fois à tous les participants pour vos interventions, pour votre écoute. Merci beaucoup et surtout aussi à tous nos intervenants qui ont partagé avec nous leurs données et leur expérience. J'espère que ces éléments vous apporteront quantité d'informations pour mener à bien votre projet. Dans tous les cas, comme on vous le spécifiait via le chat, un mail vous sera envoyé avec le replay du webinaire et la présentation dans les prochains jours. N'hésitez pas à revenir, vous avez les coordonnées au niveau de FIPA, à revenir vers nous et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Encore merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci.